En fait, je voudrais vous dresser très rapidement un portrait de là où nous en sommes aujourd'hui, en affirmant que la publicité digitale, en fait, c'est une réponse à ce monsieur, John Wanamaker, qui était un annonceur américain dans les années 20, qui avait dit « La moitié de la somme que je dépense en publicité ne sert à rien, le problème, c'est que je ne sais pas laquelle. » Et donc, en fait, la publicité digitale, c'est une promesse de mieux cibler, d'envoyer des messages plus pertinents, de mieux mémoriser, de mieux corriger et de faire en sorte d'optimiser les investissements de nos annonceurs. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de plomber l'ambiance et de vous faire part et d'écouter ce que disent les héritiers de John Wanamaker depuis maintenant 2018-2019. Alors le premier, c'est Keith Weed, qui est un de mes anciens clients chez G. Walter Thompson. Keith Weed qui a déclaré, peut-être de façon un peu caricaturale, que sur 5 $ investis en publicité digitale, il n'y en a que 2 qui atteignaient le consommateur. Donc là, on n'a pas amélioré les 50%, on les a empirés. Il rajoute, c'est lui, à gauche, « It's a murky digital media supply chain ». Ce qui n'est pas très positif. Ça veut dire que c'est très sombre et on ne comprend pas ce qui s'y passe. En 2019, en début d'année, donc son concurrent, mais premier annonceur mondial qui s'appelle Mark Pritchard, qui est le directeur marketing de Procter, a dit « Digital media continues to grow exponentially, and with it, the dark side persists, and in some cases has gotten worse ». Donc il faut comprendre ce que pensent les gros annonceurs. D'autres sujets de préoccupation, les adblockers. Les adblockers se développent de façon très rapide, 30% en France, 40% aux États-Unis, et c'est beaucoup plus élevé sur les moins de 25 ans. Bon, le fait qu'ils se développent n'est pas un problème en soi, mais la réalité, c'est que quand on leur demande, ce qui était le cas aux États-Unis, pourquoi ils mettaient des adblockers, à plus de 80%, ils disent les sujets des publicités qu'on m'envoie ne m'intéressent pas. Donc, je ne suis pas concerné. Et à plus de 70%, ils disent la publicité en tant que telle est inintéressante. Ça ne m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, là aussi, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose, je dirais, en termes de capacité à adresser de bons messages à la bonne personne au bon moment. Troisième sujet, qui d'ailleurs empêche beaucoup de directeurs de marketing de dormir la nuit, c'est la brand safety. Il y a 2-3 mois, il y a des contenus de Disney et de Nestlé qui se sont retrouvés sur YouTube au milieu d'images pédopornographiques. Ce qui n'est pas terrible quand on s'appelle ni Disney ni Nestlé. Côté consommateur, pardon, ouais. Côté consommateur, l'UDA a proposé les résultats d'une étude sur la confiance des consommateurs vis-à-vis des marques en début d'année, qui s'appelle l'Union des marques maintenant, il faut que je m'habitue. Et le résultat est que la confiance des consommateurs dans les grandes marques a chuté de moitié en 10 ans. Et je crois que le chiffre qui a été avancé est de 24%. Ce qui n'est pas terrible. Donc là aussi, est-ce que la publicité, notamment à l'ère digitale, a été capable de recréer de la confiance dans les marques? Ce n'est pas le seul facteur, mais elle n'y a pas contribué. Il y a d'autres facteurs d'ailleurs qui sont intéressants, c'est-à-dire que sur cette base-là, il y a même des conseils qui affirment aujourd'hui que l'ère de la marque est morte. Et que le Graal du marketing, c'est l'expérience digitale consommateur. Il y a des publicités d'ailleurs en stratégie qui l'affirment. Et j'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire, donc j'ai assisté à une conférence aux États-Unis où on donnait un cas. Le cas d'une voiture équipée d'un logiciel avec intelligence artificielle qui vous permet, quand vous rentrez dans une zone géographique donnée, de vous dire l'hôtel que vous allez préférer, le restaurant que vous allez préférer, le film qui passe dans le theater du coin que vous allez préférer, etc., etc. Et
un des gros constructeurs automobiles européens me faisait la remarque suivante, il dit « c'est très bien, c'est très utile, mais est-ce que ça va me permettre, moi, de créer de la préférence quand dans 2 ans, je vais acheter mon nouveau véhicule ?» Parce que juste la preuve du concret, le nouveau véhicule, je vais l'acheter parce qu'il est fiable, parce qu'il est rapide, parce qu'il est élégant, parce qu'il est valorisant socialement. Donc est-ce qu'on peut affirmer aussi catégoriquement que l'expérience digitale consommateur va se substituer totalement à la marque, c'est-à-dire à des bénéfices rationnels, émotionnels et un positionnement? Il y a même encore plus intéressant, puisqu'un autre annonceur dans la grande consommation, celui-là, m'a dit que récemment, un autre cabinet de conseil était allé lui proposer de segmenter les consommateurs de son marché en fonction de leur sensibilité au discount. Donc c'est un résultat de travail sur la data. C'est-à-dire tel segment est sensible à moins 1%, tel segment est sensible à moins 30%, tel segment va être sensible à moins 10% plus un voyage aux Antilles. Donc la réflexion de l'annonceur, c'est de dire ces gens-là me proposent d'investir significativement pour que je vende moins cher, et même parfois beaucoup moins cher. Donc est-ce qu'ils veulent tout simplement me mettre en faillite graduellement au bout de 5 ans? Il dit accessoirement, je pensais que le rôle du marketing, c'était de pouvoir vendre à un prix élevé accepté par le consommateur des produits et des marques de façon à rétribuer honnêtement les employés, les actionnaires et accessoirement d'investir en R&D. Donc tout ça, en fait, je vais arrêter la période un peu noire, tout ça pour dire que le marketing digital perçu par les annonceurs ressemble quand même beaucoup à la ruée vers l'or. On a découvert des filons hyper intéressants, mais on a aussi découvert un certain nombre de filons qui vont créer beaucoup de désillusions. Et là, il y a un vrai sujet de compréhension de ce que pensent les annonceurs aujourd'hui quand on veut essayer de définir ce que va être l'agence de demain ou le partenaire de demain, fiable, honnête intellectuellement, capable d'accompagner un client dans sa compréhension de la transformation marketing liée au digital et à la technologie, incontestablement, mais capable aussi de dire les choses et de faire en sorte de les aider. Alors, je dirais que très rapidement, il y a 4 points fondamentaux pour moi dans la constitution de ce partenaire de demain. Le premier, ça ne va pas vous étonner avec ce que j'ai dit avant, c'est de recréer la confiance. Recréer la confiance avec les annonceurs et recréer la confiance entre les annonceurs et les consommateurs. Recréer la confiance avec les annonceurs, c'est assez simple. Il faut que, clairement, ces partenaires de demain fiables aident les annonceurs à régler les problèmes décrits précédemment et aident les annonceurs à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire les aider à fermer les filons qui n'ont aucun futur et les aider à creuser les filons qui ont un vrai futur et une utilité pour eux. Deuxièmement, un des reproches clés que avait fait par exemple Unilever à ses agences dans les années 2000, c'est de ne pas avoir été capable d'anticiper tout ce que le digital allait transformer dans le marketing et dans les comportements des consommateurs. Et donc je crois que là aussi, il faut réinvestir clairement dans une capacité à aider les clients à comprendre ce que de nouvelles transformations qui vont venir et qui vont être aussi brutales que les anciennes vont générer sur le marché, sur la façon dont les consommateurs s'informent et achètent. Ça, c'est le rôle de vigie que doivent retrouver les partenaires. J'avais également un client, quand il était chez Procter, chez Nestlé, il s'appelle Paul Polman, qui était jusqu'à décembre dernier CEO de Unilever, qui m'avait raconté il y a 3 ans son obsession en termes de marketing. Son constat était le suivant. La confiance entre les citoyens et les institutions s'est dégradée depuis 15 ans. La
relation entre les entreprises et les marques d'une part et les consommateurs suit le même chemin. Donc, pour lui, le vrai problème et le rôle qu'il attendait d'une agence, c'était de l'aider à comprendre le changement radical de motivation de ses consommateurs, qui devenaient en plus en plus citoyens dans leurs décisions d'achat. Donc de bien comprendre, d'une part, ce qui les faisait maintenant choisir d'acheter ou pas ces produits, par exemple des sujets sur la protection de l'environnement, sur la nature, des sujets sur le fait de ne plus avoir de produits nocifs pour la santé, etc. De fait aussi de gérer la privacy. Il y a une étude Odexa qui est sortie la semaine dernière qui dit que les Français sont de plus en plus inquiets sur ce que les annonceurs vont faire des données qu'ils collectent. Tout ça, il dit, on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, il faut recréer une confiance auprès des consommateurs. Et ce que je demande à mon agence principalement, c'est de m'aider à faire ça et de bousculer mes équipes en interne pour être sûr qu'elles prennent ça en compte dans la façon de concevoir les produits, les nouveaux services, les nouvelles expériences, de manière à recréer un minimum de confiance avec eux. Donc ça, c'est, je dirais, le premier sujet. Recréer la confiance, que ce soit avec nos annonceurs, que ce soit avec les clients de nos annonceurs, c'est-à-dire les consommateurs. Deuxième, à mon avis, condition clé pour le partenaire de demain qui aura, je pense, de très bonnes relations avec ses clients, c'est de redonner la priorité à une forte créativité. Une forte créativité, c'est quoi? C'est des idées, des histoires impliquantes qui sont garantes d'une meilleure efficacité. Je pense que depuis 10 ans, notre industrie a consacré beaucoup plus d'attention aux tuyaux qu'à ce qui passait par les tuyaux. Et je sais qu'il y a des investisseurs dans la salle. Donc vous pouvez être convaincu d'investir sur une entreprise sur la base de tableau Excel. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est que ça ne marche pas. Ni une ménagère de 50 ans, ni un millénial n'a jamais acheté une marque sur la base d'un tableau Excel. Ce qui veut dire qu'on doit nous raconter des choses, on doit raconter des choses qui convainquent. Il y a des critères d'engagement qui ont émergé il y a 7-8 ans. Alors, les critères d'engagement, vous savez ce que c'est je like, je partage, je commente ou je reste plus longtemps sur le poste. Procter, Pritchard, a demandé à ses équipes pendant 2 ans d'établir des corrélations entre ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire les ventes, et les critères d'engagement. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont d'ailleurs coupé l'année dernière de plusieurs centaines de millions de dollars leur publicité digitale et interviewé par Adage en septembre sur... Alors, ça donne quoi? Il dit mes ventes n'ont pas baissé, elles ont même légèrement augmenté. Donc on a un vrai problème. Et un des critères, parmi d'autres que Procter met en exergue, c'est justement l'efficacité des messages. Alors il y a d'autres critères qui sont un peu tombés aux oubliettes, mais qui existent et qui sont backés par la science, par la recherche, qui démontrent clairement qu'on sait comment faire de la pub efficace. Le premier, c'est un critère d'impact attribuable, c'est-à-dire il faut qu'une idée et un message aient le plus d'impact possible pour être le plus productif. Le deuxième, il faut qu'il soit compris. S'il n'est pas compris, ça ne marche pas. Le troisième, il faut qu'il génère une réaction, qu'elle soit rationnelle, tiens, j'ai appris quelque chose, ou qu'elle soit émotionnelle. Le quatrième, c'est qu'elle doit modifier la perception d'une marque ou d'un produit. Et le cinquième, c'est que ça doit avoir une influence sur le consommateur et sur l'acte d'achat et le comportement d'un consommateur. Et le constat qu'on peut faire, c'est que les 2 derniers critères qui sont fondamentaux, c'est-à-dire je change ma perception d'une marque et ça m'incite à l'acheter la prochaine fois que j'ai l'occasion de le faire, passe à la trappe. Donc, c'est quand même embêtant. Et je ne parle pas de l'avalanche de mails que vous avez tous dans votre boîte mail, dont les taux de lecture sont absolument ridicules. Donc, là, il faut renouer avec cette créativité efficace. Et renouer avec cette créativité, c'est quelque chose de très exigeant. C'est pas facile du tout, c'est pas quelqu'un
qui est créatif, qui le matin se lève en disant j'ai une idée. D'ailleurs, à ce sujet, je peux vous proposer de vous envoyer la lecture d'un petit bouquin, ici en 1h30 à peu près. A Technique for Producing Ideas, donc ça a été écrit par un dénommé Young, inconnu, et préfacé par un autre inconnu qui s'appelait Bernbach. Et ça, c'est les Américains, donc c'est assez formidable. Ils ont interviewé des créatifs dans différents métiers, c'est-à-dire des architectes, des compositeurs de musique, des scénaristes d'Hollywood, des chefs d'orchestre, des designers. Ils ont pris que les meilleurs, c'est-à-dire des gens qui produisaient systématiquement de grandes œuvres. Et la conclusion qu'ils en ont tirée, c'est que tous, consciemment ou inconsciemment, suivaient le même process en 4 étapes pour être sûr d'arriver à une excellence dans la production d'idées. Donc, être une agence créative et produire des choses exceptionnelles, c'est une méthode, c'est un environnement qui le permet, c'est une exigence et une rigueur intellectuelle très forte. Et ça doit redevenir, à mon avis, le cœur de ce que font les agences. Je pense que la créativité est un effet de levier exceptionnel, et c'est comme au cinéma. C'est la différence entre un blockbuster et un navet de série B. Les entrées sont multipliées par 1. Vous avez Star Wars d'un côté et Nana Wars qui n'a pas réussi à percer dans les salles. Troisième critère clé, je pense, du partenaire qui aura et qui saura gagner la confiance des annonceurs dans le futur, c'est sa capacité à comprendre tout ce que les data analytics associés à l'IA et la technologie vont permettre de faire. Alors je ne vais pas rebondir sur ce qui a été dit avant parce que Sébastien va me rattraper le vol sur le timing, donc je vais parler d'autre chose. Je vais parler de la capacité de la data et de la techno de créer des idées créatives encore plus fortes qui vont générer des niveaux de relations et d'engagement auprès des consommateurs très élevés. Et pour pas que nous soyons perdus, je vais revenir sur Pritchard parce qu'il a présenté à plusieurs reprises l'année dernière le cas Oil of Olay, qui est un cas très intéressant. Aux États-Unis, donc, Oil of Olay est une des marques cosmétiques principales avec 90 produits dans la gamme. Et donc ils ont fait tout d'abord appel à Data Science, si ce n'est pas appel nécessairement avant, et ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas vu jusqu'à présent, c'est que un nombre de plus en plus important de consommatrices aux États-Unis considéraient que pour qu'un produit cosmétique soit efficace, il fallait qu'elles prennent en compte le vieillissement de la peau. Fort de ça, ils ont décidé de faire une action spécifique pour adresser ces gens-là, et plutôt que de faire un dispositif classique, l'idée, donc c'est des idées d'autre nature, a été de demander, par voie de publicité digitale, aux femmes d'envoyer des selfies. Associé à ça, ils ont développé un petit algorithme de reconnaissance visuelle qui permettait de catégoriser le visage des gens en 8 différentes catégories en fonction de vieillissement de la peau. Donc vous voyez ce que ça permet après, c'est-à-dire le type de message qu'ils ont envoyé aux consommateurs. Premier type de message, on a bien reçu vos selfies, vous rentrez dans telle catégorie, les 9 produits de la gamme qui correspondent à votre peau, c'est ça, et d'ailleurs, vous cliquez là, vous pouvez les commander directement. Mais il y a d'autres types de messages. Second type de message, c'est vous avez besoin d'être réassuré par un dermatologue, pas de problème, allez sur le site, vous avez un chatbot, vous pouvez parler avec un dermatologue. Troisième type de message, vous avez besoin de parler avec des gens qui vont acheter les produits à la suite de cette expérience, il n'y a pas de problème, il y a un groupe sur les réseaux sociaux, allez parler avec elles et elles vous diront ce qu'elles en pensent. Alors ce qui est très intéressant ici aussi, mais je ne vais pas m'attarder, c'est qu'en fait il y a une création de first data party. Non, pas minimum. Donc, c'est la création d'une first data party hyper intéressante, parce que d'abord il n'y a pas de problème de RGPD, j'en parle pas, il y a des gens qui ont choisi d'entrer en relation sur une base d'intérêt. Donc, quand ils envoient des messages pas trop pressants, pas trop souvent à cette base-là,
ils ont des taux de réponse de 30 à 40 fois supérieurs à ce que vous pouvez avoir quand vous envoyez des messages sur une sorte d'appareil normale. Mais comme la patrouille m'a rattrapé, je vais passer au sujet suivant. Quatrième point clé, confiance, créativité, comprendre en quoi la techno et les data analytics peuvent leverager les idées. Quatrième point, l'intégration. Alors on a été les premiers pionniers en la matière à le proposer sur le marché français. Notre malheur, c'est que nos concurrents nous rattrapent maintenant, mais on va trouver une nouvelle façon d'aller plus loin. Mais l'intégration est, à mon avis, fondamentale. Salut Manuel. Les mass médias, en fait, c'est une réponse unique à tous les problèmes. Le film télé, il y a tellement de points de contact, il y a tellement de façons de parler aux consommateurs que vous ne pouvez pas prétendre optimiser les investissements de vos clients sans maîtriser et créer de la synergie en tout ce qui va être utile. Donc juste 2 points sur l'intégration, enfin 4. Il y a beaucoup d'expériences qui sont en train de se faire là. Bon, la première, c'est mettre tous les gens dans un lieu physique, ça ne suffit pas. Il faut des méthodes. Tout à l'heure, on a parlé de méthodes de design thinking, de sprint, etc. Il faut des méthodes qui fassent que les gens travaillent ensemble. Troisième point, il faut des outils pour être précis sur ce qu'on veut atteindre. Peut-être le retour du bon vieux format de copystrat oublié mais adapté à la sauce intégrée et à la sauce digitale. Et quatrièmement, il faut une forte culture de respect. Ça, c'est très important dans le métier. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se respectent, quelle que soit leur expertise et leur métier, et qu'on crée un environnement qui ne permette pas de manifestations trop bruyantes d'ego ou de complexes de supériorité. Donc je terminerai maintenant, pour être dans les 3 minutes, je pense que nous allons vers un futur où il y aura moins de pub. Mais il y aura de la pub plus pertinente. Il y aura, je pense, de la pub plus créative. Et d'ailleurs, à chaque fois que je parle avec un client, il me dit « Bon, social media, là, on en fait trop, là, hein, c'est fini, il faut qu'on réduise le nombre de choses qu'on produise, il faut qu'elles soient plus efficaces et plus cohérentes avec ma marque. Plus intéressante, et elle sera effectivement, grâce à ça, plus efficace et moins intrusive. » Donc ça, c'est Oilofolaise, ça, c'est l'intégration. Et là, maintenant, c'est la fin de la ruée vers l'or. Donc l'objectif, c'est de construire San Francisco.